Bienvenue et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de ce journal, fin de la trêve en Guinée. Le Front National pour la défense de la Constitution prépare de nouvelles manifestations. Le mouvement qui s'oppose à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé réclame la libération de ses militants. Nouvel assouplissement du confinement en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a annoncé que l'allègement des restrictions prendrait effet le 1er juin prochain, et ce afin de permettre à l'économie de retrouver une plus grande capacité. Et 33% de la population privée de revenus au Maroc en raison des restrictions prises pour freiner la propagation du coronavirus. L'État a pourtant décidé de prolonger le confinement avec en parallèle des mesures de soutien aux ménages vulnérables. Le FNDC annonce la reprise des manifestations en Guinée. Le Front National pour la défense de la Constitution avait observé jusque-là une trêve en raison de la pandémie de Covid-19. Ce à quoi les autorités ont répondu que l'état d'urgence était toujours en vigueur dans le pays. Le gouvernement qui a notamment mis en garde contre les fauteurs de troubles. Aïssa Toubari. Fin de la trêve observée par le FNDC, Front National pour la défense de la Constitution. Le mouvement qui s'oppose au troisième mandat du président Alpha Condé a annoncé de nouvelles manifestations de rue. Suite à cette annonce, les autorités en charge de la sécurité, à travers un communiqué, ont mis en garde les fauteurs de troubles, estimant qu'aucun trouble à l'ordre public ne sera toléré. Au nom de l'urgence sanitaire, des dispositions proportionnelles à la menace sont mises en place par les unités territoriales et par les services spécialisés de maintien et de rétablissement de l'ordre public. Nous allons utiliser les dispositions de la loi 009 sur le maintien de l'ordre public, du code pénal et du code de santé publique. Les autorités guinéennes mettent en avant l'état d'urgence sanitaire en vigueur dans le pays. Une attitude jugée absurde et ridicule par le FNDC, qui a interpellé le gouvernement sur le fait que malgré cette urgence sanitaire, 287 membres et sympathisants du Front ont été illégalement kidnappés et emprisonnés au mépris de toute considération sanitaire et humanitaire. Monsieur Alpha Condé, lui, continue de plus belle à ignorer les appels lancés par les Nations Unies, l'OMS, les organisations de défense des droits de l'homme, de désengorger les différentes prisons du pays. Donc face à cette situation, naturellement, le FNDC se trouve dans l'obligation de reprendre les manifestations sur les voies publiques pour exiger notamment la libération de 287 membres et responsables du FNDC détenus de façon illégale dans les différentes prisons du pays et exposés ainsi à la Covid-19. Récemment, la Fédération nationale des droits de l'homme a fait une sortie accusant le régime de profiter du contexte de la crise sanitaire de Covid-19 pour mener une chasse aux opposants et aux activistes des droits humains alors que l'état d'urgence est toujours en vigueur dans le pays. Rappelons que la Guinée compte à la date du 24 mai 3116 cas confirmés, 20 morts et 1631 guéris. Et une trêve aussi dans les pays en proie au conflit armé. C'est l'appel lancé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans ce contexte de crise sanitaire. Des zones où les services de santé sont déjà particulièrement fragiles. Dans cette configuration, ce sont d'ailleurs les femmes et les enfants qui sont les plus exposés. Nelly Claude-Bessa. La pandémie de coronavirus en cours a déjà des conséquences considérables et multiples sur l'ensemble de la planète. Depuis l'appel des Nations Unies à un cessez-le-feu général fin mars, à cause de la crise du coronavirus, les conflits armés ont déplacé plus de 660 000 personnes. La région du lac Tchad a connu une vague de déplacement de population, tandis que la République démocratique du Congo enregistre 480 000 personnes déplacées. Sur les terrains de guerre dévastés et dans les zones de crise où des troubles se sont prolongés, les systèmes de santé ne fonctionnent plus ou sont considérablement affaiblis et donc peu aptes à faire face au coronavirus. N'oublions pas que dans les pays ravagés par la guerre, les systèmes de santé se sont effondrés. Les professionnels de santé, qui étaient déjà peu nombreux, ont souvent été pris pour cible. Les réfugiés et toutes les personnes déplacées par des conflits violents sont doublement vulnérables. La furie avec laquelle s'abat le virus montre bien que se faire la guerre est une faute.
Cette pandémie dont les conséquences sont particulièrement alarmantes pour les populations touchées par un conflit a interrompu l'approvisionnement de l'aide humanitaire, limité les opérations de maintien de la paix et détourné l'attention des parties au conflit aux efforts en cours de diplomatie. Des répercussions du coronavirus sur les réfugiés et sur les personnes déplacées affecteront davantage les femmes et les enfants. Ces derniers, exposés à l'exploitation ou à la violence sexuelle, sont souvent majoritaires parmi les populations déplacées dans les régions de conflit et constituent les vecteurs de la propagation du virus. Laissez de côté la méfiance et l'animosité. Posez les armes, faites taire les canons, mettez fin aux frappes aériennes. C'est essentiel pour pouvoir établir des couloirs d'aide humanitaire qui sauveront des vies, pour reprendre le dialogue et donner une chance à la diplomatie et pour amener l'espoir dans certains des lieux les plus vulnérables face au Covid-19. Inspirons-nous des coalitions qui prennent forme et des dialogues qui se nouent lentement entre les parties rivales pour permettre des approches conjointes face au Covid-19. Dans un appel à la solidarité internationale, les dirigeants mondiaux devraient se montrer à la hauteur de la situation et pousser conjointement les parties en conflit à cesser leurs tirs et à s'unir pour protéger toutes les communautés de la Covid-19. Le déconfinement s'accélère en Afrique du Sud sous la pression des industriels et d'une partie de la classe politique. Le président Cyril Ramaphosa a annoncé un nouvel assouplissement des restrictions dès le 1er juin, un déverrouillage qui doit permettre à l'économie de retrouver ses capacités. Pour autant, le chef de l'État n'exclut pas un reconfinement des grandes villes en cas de nouveaux pics de contamination. Amen Edji. Conscient de l'ampleur que pourrait prendre l'épidémie du coronavirus dans son pays, le président sud-africain Cyril Ramaphosa annonce que les mesures de verrouillage devaient être assouplies. Une décision qui prendra effet à compter du 1er juin 2020, permettant à la grande majorité de l'économie de retrouver sa pleine capacité. De son système de verrouillage à 5 niveaux, le pays passe ainsi à 3. Le président Cyril Ramaphosa ainsi que plusieurs autres chefs d'État africains ont dû revenir sur des mesures draconiennes qu'ils avaient mises en place pour circonscrire la crise du coronavirus. Mais se sont rebiffés et sont revenus sur leurs décisions quelques jours après, sans même mesurer l'impact de ces décisions et les résultats de ces décisions sur les objectifs visés. Suite aux pressions, dont celles de diverses industries pour alléger les restrictions dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le confinement actuel ne pouvait pas être maintenu indéfiniment. Un couvre-feu nocturne ne sera plus en place et davantage d'entreprises seront autorisées à ouvrir, les cours redémarreront, tout ceci au nom de la relance de l'économie nationale. Le véritable problème, c'est qu'ils sont pris dans un étau. La situation politique dépend de la situation sanitaire et la situation sanitaire dépend de la situation économique. Donc les trois situations étant interreliées et de façon presque indissociable, il est difficile pour un pays de lutter de façon efficace contre une pandémie en négligeant le volet économique parce qu'il faut de l'argent pour financer la santé. Et cet argent, il faut bien que l'économie tourne. L'assouplissement de ces mesures entraînerait, selon Cyril Ramaphosa, une augmentation du nombre de cas qui, selon lui, n'avaient été retardés que par les mesures prises jusque-là. À l'heure, l'Afrique du Sud compte 22 583 personnes infectées au coronavirus et 429 décès. La colère des médecins en Égypte. Le syndicat de la profession dénonce la gestion par les autorités de la crise liée au Covid-19. Depuis le début de la pandémie dans le pays, plus de 350 médecins ont été infectés et 19 sont décédés. Le syndicat met en garde contre une catastrophe sanitaire et a averti le gouvernement d'un possible effondrement total du système de santé. Un cri d'alarme après le décès samedi de Walid Yahya, un médecin de 32 ans qui n'avait pas pu obtenir de lit dans un hôpital de quarantaine. Dans l'hôpital Al-Mounira où exerçait le jeune médecin, plusieurs de ses collègues ont d'ailleurs présenté leur démission collective à la direction. Les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 au Maroc, au moins un tiers de la population aurait perdu ses revenus en raison des mesures de restriction prises pour limiter la propagation du virus. Des pertes maîtrisables jusque-là puisque le gouvernement a décidé de prolonger la période de confinement. Corinne Comsefem.
L'économie marocaine est à la traîne du fait du coronavirus. Depuis le début de la pandémie, 33% de la population ont perdu leurs revenus en raison de la mise en quarantaine et de la perte de milliers d'emplois. Le Haut-Commissariat au Plan précise par ailleurs que 14% des familles du pays ont emprunté de l'argent pour couvrir leurs dépenses de base, selon une étude réalisée entre le 14 et le 23 avril. Le Maroc a fait récemment beaucoup de progrès en matière de développement économique et surtout de développement industriel. Mais il est vrai que plus une économie est intégrée aux chaînes de valeur mondiales, plus cette économie est exposée à la propagation du virus Covid-19. À titre d'exemple, 132 000 entreprises sont actuellement à l'arrêt et elles représentent 60% du secteur structuré au Maroc. Le 18 mai, les autorités ont décidé de proroger de 2 semaines l'état d'urgence sanitaire décrété il y a 2 mois. Un confinement qui coûte à l'économie marocaine 1 milliard de dirhams par jour. Toutefois, la mise sur pied d'un fonds spécial pour la lutte contre la pandémie, entre autres mesures, permet quelque peu d'atténuer l'impact sur le quotidien des populations. Le Maroc est encore beaucoup plus remarquable. C'est dans la démonstration de l'agilité et la souplesse de son tissu économique et de son tissu industriel. Déjà, pour se battre contre le Covid-19, le Maroc a été capable de réorienter très rapidement son outil industriel pour développer des produits prophylactiques et des produits de lutte immédiate contre le Covid-19, là où beaucoup de pays développés se battent sur des cargos qui viennent de masques ou de gel hydroalcoolique ou de respirateurs qui sont fabriqués ailleurs. En date du 26 mai, le Maroc compte 7 532 cas de coronavirus et 200 décès. Les autorités ont fait le choix de la sécurité pour prévenir d'autres contagions. Elles comptent sur la résilience de leur économie façonnée ces 2 dernières décennies pour éviter un effondrement. Des ménages en difficulté également au Tchad, conformément aux instructions du comité de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Les autorités ont procédé à la distribution d'aides alimentaires pour soutenir les familles dont la situation s'est détériorée en raison de la pandémie. L'opération a débuté dans la capitale, N'Djamena. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, l'Office national de sécurité alimentaire et le ministère en charge de la solidarité nationale ont procédé ce 21 mai 2020 à la distribution de l'aide alimentaire aux ménages nécessiteux. Les opérations se poursuivent sur l'ensemble du territoire. Dans la capitale N'Djamena, par exemple, environ 100 000 ménages recevront chacun des kits alimentaires composés de bidons d'huile de 10 litres, du riz de 50 kg, de haricots de 25 kg et du sucre de 7 kg. Cette situation de vulnérabilité déjà latente s'est aggravée avec les mesures prises pour lutter contre le Covid. Ces mesures ont eu un impact sur le vécu quotidien des populations qui ont vu leur activité de subsistance arrêtée ou limitée. Avec le démarrage effectif des opérations de distribution de l'aide alimentaire, l'ONASA et ses partenaires sont en phase de concrétiser l'une des plus importantes promesses sociales du chef de l'État Idriss Déby Itno en faveur des ménages vulnérables dans le cadre de la riposte nationale contre le Covid-19. Pour le démarrage des opérations de distribution aujourd'hui, 130 ménages qui sont identifiés comme vulnérables dans ce quartier du 7e arrondissement recevront le kit composé de riz, de sucre, d'huile et de haricots. Nos partenaires, notamment les ONG, poursuivront les distributions sur l'ensemble du territoire conformément aux instructions du comité de gestion de la crise sanitaire. Tout est organisé de manière à venir en aide à chaque ménage identifié comme nécessiteux. Pour rappel, le chef de l'État Idriss Déby Itno a annoncé en avril dernier plusieurs mesures sociales et économiques pour accompagner les populations dans le cadre du plan national de lutte contre la pandémie de Covid-19, parmi lesquelles 25 milliards de francs CFA pour assurer une aide alimentaire au profit des ménages nécessiteux. Et puis une note positive pour terminer ce journal. La Tunisie n'a enregistré aucune nouvelle contamination au Covid-19 et aucun décès lié à la maladie dans ces dernières 24 heures. Le bilan des contaminations se stabilise ainsi à 1051 cas répartis en 919 guérisons. 84 personnes portant encore le virus, dont 3 sont hospitalisées et 48 décès. Cette gouvernorat ne présente d'ailleurs aucun cas de coronavirus.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.